Soutenez Guérit TV Monde en envoyant vos contributions via Momo au plus 229 01 97 26 26 111 ou sur le compte bancaire numéro 034 880 790 002 ouvert à Atlantique Banque Bénin afin de faire grandir une télévision citoyenne au service de tous. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 26 septembre 2025, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous de votre émission préférée. Je suis déjà avec Gaspard Adamossi et Achille Wusso sur ce plateau. Le débat sera encore houleux ce vendredi, certainement. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. On démarre avec la rue Opine de Faouzia Sefou. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces personnalités, à ces hommes de Dieu, pour parler du viol. C'est une situation, c'est un fait de société aujourd'hui, Achille Wusso. Oui, mais un fait de société, c'est vrai que normalement, le viol qu'on doit reconnaître comme un crime, un crime entièrement comme un crime, devrait déjà commencer par reculer parce qu'aujourd'hui, la société a suffisamment évolué et que nous devons être censés donc de comprendre un certain nombre de choses, d'éviter un certain nombre d'actes. Malheureusement, nous constatons que le viol prend de plus en plus de l'ampleur dans nos sociétés et vous avez dit les gens les plus aptes à comprendre la chose et à combattre, à la combattre donc dans son entièreté, ce sont eux qui se livrent malheureusement à cette pratique-là, qui non seulement dégrade leur propre image, mais détruit la vie de ces petites filles sur lesquelles ils jettent leur dévolu. Malheureusement, je crois que on doit condamner ceux qui se livrent à cette pratique, condamner le viol et s'associer donc à toutes les structures qui jouent un rôle aujourd'hui pour faire reculer ce fait-là, même si nous le considérons, nous le reconnaissons comme un fait de société. C'est un fait que nous devons travailler ensemble à combattre pour que cela soit bouté hors de l'humanité. Hors de l'humanité. Et qu'en est-il de ces hommes de Dieu? Malheureusement. Parce que quand on dit un homme de Dieu, ça suppose que c'est un modèle. Un modèle des moralisateurs de la vie publique, des exemples à suivre, des gens qui devraient être au service des droits de l'homme en général et surtout des droits de l'enfant. Des gens qui sont censés travailler à protéger la petite fille ou la petite enfance en général. Malheureusement, on les cite de plus en plus donc dans ce cas, dans cette pratique que j'allais dire, dans cette pratique aujourd'hui, et ça pose un véritable problème. Vous en connaissez? Ça pose... Non. Dans le courant de la semaine, je crois qu'il y a un exemple qui a été cité abondamment, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le cas d'un prêtre qui a violé une petite fille depuis 2 ans et dont les parents ont eu l'information il y a seulement quelques jours, et ces parents qui sont allés se plaindre et qui ont porté l'affaire devant la justice, et cet homme de Dieu, ce prêtre qui a été condamné à faire la prison aujourd'hui. Lorsque nous partons de là, nous disons déjà que c'est grave. Il n'est pas le seul, ce n'est que l'échantillon. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les hommes de Dieu sont nombreux à se livrer à ce acte-là. Et je crois que c'est des gens qu'il faut démasquer, qu'il faut vraiment condamner.
C'est des gens qu'il faut démasquer et il faut vraiment condamner. Maskasspa Diamossi, selon Achille Oussou. Oui, il a dit que les prêtres sont nombreux, enfin les hommes de Dieu sont nombreux. Et je ne vais pas exagérer en disant ainsi. Mais de toutes les façons, vous avez dit tout à l'heure que, en qualifiant le vol, vous avez dit que c'est un fait de société. Certes, c'est un fait de société, mais c'est surtout depuis quelques jours un fait d'actualité, puisque avec les cas que nous observons au-devant de l'actualité chez nous. Moi, je ne sais pas ce qui peut pousser un être humain à vouloir obliger une autre personne à avoir une relation sexuelle avec cette personne, l'obliger d'une manière ou d'une autre, par la force ou par d'autres moyens. Je me pose suffisamment beaucoup de questions. Si on n'est pas malade, comment est-ce qu'on peut en arriver à de telles extrémités? Je vous ai dit, mais pourquoi se comporter comme des animaux? Mais je n'ai pas envie d'exagérer aussi sur ce côté-là, parce que on a vu des cas, même dans le cas des animaux. Il y a des animaux où il y a les saisons d'amour, il y a les saisons d'accouplement. Comme vous regardez même un mouton pour aller vers sa femelle, vous savez bien qu'il y a parfois des préliminaires. Quand même le coq il pourchasse la poule, ce n'est pas similaire à du viol. Vous voyez finalement que c'est la poule même qui se laisse faire. Et donc moi je ne comprends pas comment, surtout quand des gens sont en position dominante, comme quand je suis un enseignant avec une élève, ou bien quand je suis quelqu'un d'admiré avec quelqu'un qui m'admire, ou bien quand je suis le patron, je suis le patron, il y a l'employé, ou bien quand je suis quelqu'un qui est censé être, vous avez évoqué tout à l'heure, moralisateur, et pasteur, prêtre, tout ce que vous voulez, face à un fidèle. Ouais, quand on utilise cette position-là, ce n'est plus simplement du vol, c'est du viol, c'est du viol aggravé. Quand vous prenez un adulte face à un mineur ou une mineure, vous voyez donc que ça devient très grave. Moi, je ne sais pas pourquoi, si on n'est pas malade, on peut véritablement se comporter de cette manière-là. Certes, c'est un fait de société, mais je crois que ce n'est pas du tout normal qu'on puisse aller à ces extrémités-là. Et je ne sais pas si rien que nos propos peuvent décourager ces genres de pratiques. Mais non, mais Achille l'a dit tout à l'heure, ce sont les structures qui sont chargées de réprimer ces genres de comportements qui doivent véritablement être sévères, très durs vis-à-vis de ces actes-là, pour qu'on n'en arrive plus à ces genres de situations. Vous savez, et surtout quand notre consoeur, c'est vrai que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais quand elle a écrit son ouvrage, elle a décrit un certain nombre de choses, elle a dénoncé un certain nombre de choses. C'est plutôt elle qui est devenue la risée de beaucoup de personnes. C'est elle qui a été suffisamment critiquée, comme si la norme dans la société, c'est qu'on viole ou bien qu'on brime les femmes. Je ne suis pas d'accord pour ces genres de comportements. Et c'est vrai que quand le viol survient sur quelqu'un, bon, pas forcément sur un homme, parce qu'il y a des hommes qui souhaitent être violés. Hein. Mais quand le viol survient sur une femme, vous savez, c'est souvent gênant. La femme, on entend ça. Mais les hommes sont violés, ça reste tous les jours. Mais généralement, les hommes ne se plaignent pas. Ça, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est. Peut-on parler du viol positif en ce moment? Un viol est dangereux. Un viol, c'est un viol. Mais pourquoi les hommes ne réagissent pas? Un viol souhaité. Adoachi souhaite être violé. Je ne comprends pas. Moi, je me perds dans les expressions. Mais ce qui est sûr, moi, personne ne me viole là. Hein. Allez-y, Maskasspa Diamossi. Non, c'est juste pour dire que quand c'est le cas des femmes qui sont violées, souvent, vous savez, elles ont du mal à en parler. Et donc, ça reste silencieux parce que quand, bien même, on le sait, ces femmes-là ne sont pas souvent encouragées, elles deviennent la risée, elles sont mal vues. Et on les regarde avec qui a envie, en circulant, qu'on dise « Ah, c'est elle qui a été violée la dernière fois ». Ouais, donc, c'est vraiment un véritable problème de société. Je crois qu'il faut décourager tout à fait ces genres de pratiques. Un message à l'endroit de nos gouvernants? Oui, mais je crois que... Il faut une sensibilisation. Non, on n'a même plus besoin de sensibiliser. On n'a pas besoin de sensibiliser sur le cas de viol. C'est la morale même nous recommande ce qui est bien. On sait que le viol, comme le vol, sont des vices. Et en tant que tel, on doit les éviter. Les gouvernants ont d'autres priorités que donc de se livrer encore à aller sensibiliser des personnalités, des gens qui ont tout leur sens en place, à aller les sensibiliser encore sur les cas de viol.
ce qui est encore plus grave, c'est que de plus en plus, ces cas interviennent sur des filles mineures, des enfants. Sur des mineurs, sur des enfants. On parle de 14 ans, on parle de 13 ans. Moi, je ne sais pas. Des fois, 7 ans même. Comment les gens arrivent, je me pose une question. Mais alors, quel plaisir ils tirent donc? Si vous voulez confier votre fille à quelqu'un, il faut... non, mais c'est grave. Ça veut dire qu'on ne peut plus se faire confiance dans la société. Avant, quand les parents sortaient, ils nous confiaient aux voisins. Alors donc, si vous avez un programme de voyage aujourd'hui, si vous êtes occupé par le service et que votre petite fille doit revenir et passer quelques temps chez le voisin avant votre retour de service, c'est-à-dire on va lui déchirer c'est dangereux. Non, mais c'est vraiment, ce n'est pas bon à entendre. Et je crois que les structures chargées de combattre ces cas de vice dans notre société, comme l'a dit Gaspard, je m'aligne sur lui pour dire qu'elles doivent se donner les moyens de combattre, même dans leur dernier retranchement, ceux qui se livrent à des actes comme ça. Mascassoua Diamansi? Non, c'est pour dire qu'au fait, nous, on ne parle pas d'un cas spécifique sur l'émission. On généralise. On généralise. Et tout à fait. Donc, comme l'a dit Achille, ça devient un sujet récurrent. Ça devient tout à fait un sujet récurrent. Déjà, le harcèlement, ce n'est même pas encore le viol, le harcèlement sexuel est déjà réprimé. Et je crois qu'on a corsé la loi par rapport à ces aspects-là. Je crois qu'au niveau du viol aussi, je crois qu'il faut aller véritablement à l'extrême, surtout quand ça concerne les mineurs, pour pouvoir décourager véritablement ces genres de pratiques. Je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont plus le courage de courtiser une femme et de lui dire que ce qu'on veut d'elle, qu'on peut aller à ces extrémités-là. Maintenant qu'elle se propose même, maintenant qu'elle se propose, on n'a même plus besoin de courage pour aller certaines, il y a des femmes... Non, écoutez, même avec 500 francs ou 200 francs, on peut aller assouvir ça. Ça soif. Vous voulez dire que c'est moins cher complètement des hommes? Non, en tout cas, c'est disponible. C'est disponible sur le marché. Mais là, les parents ont un grand rôle à jouer. Hein. Bien sûr, il faut sensibiliser. Et là, c'est le ministère de la Famille, je crois. Hein. Je crois que l'INF, aujourd'hui, l'INF fait un travail formidable. La femme a tous les moyens à sa disposition pour faire un travail. Puisque, qu'on le veuille ou non, le ministère de la Justice, etc., n'a pas que ça à faire. Mais un institut qui n'a que ça comme mission, je crois qu'elle a les moyens que nous ne nous sentons pas victimes donc de leur condamnation, parce que on va dire que c'est les femmes contre les hommes et puis elles cherchent les moyens donc pour régler des comptes avec nous, que nous-mêmes nous évitions donc de leur donner les possibilités, les occasions donc de se liguer contre nous. Et donc je crois que l'Institut a été chargé d'une mission. Elle doit accomplir sa mission en bonne et due forme, faire son travail. Il nous revient, nous autres parents, aussi de faire un travail de sensibilisation autour de nous. Chacun donc doit se mettre dans la danse, doit mettre la main à la pâte pour que vraiment nous travaillons à faire reculer ce phénomène. Mascassoua Diamansi, c'est vrai, quand on parle du viol, on a tendance à parler uniquement des enfants. Est-ce qu'on peut violer une femme âgée, par exemple? Oui, bon, c'est tous les cas. S'il n'y a pas de consentement. Non, c'est tous les cas. C'est tous les cas. Non, il y a des gens. C'est comme ça se passe comment? On vous condamne toujours, c'est ça? Mais la justice condamne? Mais bien sûr. Ah bon, une femme âgée? Non, mais là-bas, le portail est déjà ouvert. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui poussent le vice. Mais les gens ont envie de comprendre. Non, je n'ai pas l'expérience pour faire comprendre ça là aux gens. C'est un partenariat. Et dans un partenariat, il faut une entente. Il faut un consentement de part et d'autre, j'allais dire. Et donc, vous parlez d'une... Et dans votre cas, ça s'est passé comme... Pardon, dans le cas de... Le prêtre en question... Non, je ne sais pas. J'ai lu, c'est un test très court sur les réseaux sociaux que j'ai lu, et qui n'a pas donné les détails de comment ça s'est passé avec la petite. Mais elle a été condamnée quand même. La fille a été traumatisée. Si traumatisée qu'elle a refusé
elle s'est abstenue désormais d'aller à l'église. l'église. Et ses résultats scolaires ont drastiquement baissé. Et c'est ça qui... Et elle s'est enfermée dans un silence qui était devenu inquiétant. Et c'est ça qui a poussé son papa à aller lire son journal intime. Et c'est dans le journal intime que le papa a découvert ce secret-là que la fille cachait. Et donc, c'est ça qui a amené les parents à mettre donc l'affaire, à porter l'affaire devant la justice. Donc, je crois quand même que ce n'est pas ça, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Nous n'allons pas nous fixer sur ça, mais ce que nous disons, c'est que il y a quand même un certain nombre de personnalités dans la société qui doivent jouer le rôle donc de combat de ces cas de vice. Et je crois que les hommes de Dieu, les religieux en général, sont naturellement chargés, spirituellement chargés de ce devoir. Et je crois que lorsqu'on les voit dans le second rôle, c'est ça qui gêne véritablement. C'est ça qui gêne véritablement. Mas Gaspard Diamansi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je veux dire peut peut-être donner lieu à de la polémique, mais moi, c'est par rapport notamment à la question des religieux ou des prêtres qui violent ou qui font. Moi, je ne sais pas si la société, c'est ça qui doit les amener à aller à ces extrémités. C'est la société, parce que personne ne leur a imposé le célibat ou la chasteté. Si la société peut les délivrer au moins de ces genres de situations, pour leur permettre de donner libre cours à leur envie sexuelle et autres, là, c'est pas mieux que de les enfermer dans ce carcan-là qui ne leur permet pas de s'épanouir, de tricher. Donc, vous demandez auprès de prendre carrément des femmes, c'est ça que vous voulez dire? Non, bon, oui. C'est pas que je demande directement. Je dis si le fait de leur imposer indirectement, j'allais dire. Bon, oui, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas véritablement pourquoi. C'est vrai que c'est un autre débat. Mais on ne donne pas la possibilité aux prêtres catholiques de se marier. De se marier, ou bien, vous voulez dire, est-ce que c'est ça qui amène certains? Non, ils ne sont quand même pas les seuls à commettre ce forfait-là. Même les pasteurs qui sont... Mais il faut ajouter certains, parce que c'est une grande famille, hein, il faut ajouter certains. C'est important. Malheureusement, la société les positionne comme des modèles. Et les enfants les prennent pour des exemples, pour des guides, et les côtoient facilement. Et c'est eux qui abusent donc de cette confiance que les enfants leur font. Et donc, ce n'est pas seulement les prêtres. C'est pourquoi nous avons dit que c'est les hommes de Dieu, les religieux en général. D'accord? Mais de façon particulière, je crois que le cas des prêtres préoccupe parce qu'on sait qu'eux, ils ne sont pas mariés, alors qu'on le veuille ou non, et l'acte sexuel est un besoin naturel, un besoin physiologique, biologique. Naturel. Mais ça se passe dans la tête. Hein? Oui, c'est déjà aussi sous prétexte de... Ça se passe dans la tête. Quand vous avez sous prétexte de prière, de confession et autres. La fin dans votre tête. C'est différent. Non, mais c'est la même chose. C'est déjà aussi sous prétexte. En fait, c'est un truc global, comme on l'a dit, hein, sous prétexte de... On parle de viol, on parle de... Mais sous prétexte de confession, de prière et autres. C'est des gens aussi qui abusent des femmes d'autrui. Ça aussi, c'est un autre cas. Peut-être qu'une autre émission fera l'objet de ça. Et ça se passe comment? Je ne comprends pas. Là, ça, c'est une autre forme. Il n'est pas catholique. Il n'est pas catholique. Il est quoi alors? Il est vaudou aussi ou? D'accord, merci beaucoup. C'est un fait de société, c'est gênant. Mais nous, on ne peut que se prononcer à notre manière sur la question pour sensibiliser. En tout cas. Et c'est tout. Et on va inviter les parents à protéger surtout les enfants. C'est très important parce que le danger est à côté. Oui, mais... Le danger à côté. Alors, merci beaucoup. Nous allons parler politique à présent. Une fois encore, merci donc à Fauzia Sefou pour ce sujet, un sujet plus ou moins sérieux aujourd'hui. Hein. Voilà. On parle politique après une réunion à la coordination nationale. Mardi dernier, Mas Gaspard Diamansi, le parti d'opposition Les Démocrates, a lancé la procédure de sélection de ses candidats aux élections générales de 2026. Je préfère commencer par vous, Mas Gaspard Diamansi. Bien sûr. Vous savez, on les a tellement critiqués. C'est un sujet de ça, mais nous avons dit... moi j'ai toujours défendu ici qu'ils ont leur agenda. Nous, on peut estimer en analysant qu'ils sont en retard, que les autres ont déjà désigné, qu'est-ce qu'ils attendent, tout ça là, mais ils ont leur agenda. Et c'est eux seuls qui maîtrisent leur agenda. Et la preuve, ils sont en train de dérouler leur agenda. Ils ont mis en place des commissions, notamment, pour pouvoir, n'est-ce pas, recueillir et sélectionner et désigner même les candidats aux différentes élections. Moi, je pense que c'est une bonne chose, hein.
Parce que, par ailleurs, on reproche à l'autre camp d'en face de ne pas avoir organisé de primaires, de ne pas avoir fait de consultation, d'avoir brusquement désigné quelqu'un comme candidat. Mais dans le cas d'espèces, les gens veulent faire un certain nombre de processus avant d'aboutir à la désignation de ces candidats-là. Est-ce la bonne manière? Est-ce que ça ne va pas donner lieu à d'autres problèmes à l'interne? Moi, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, moi, je fais le constat. Mais je fais aussi le constat que le temps est vraiment à court pour qu'ils puissent sainement faire ce qu'ils sont en train de... Peut-être l'auraient-ils fait avant. Pourquoi ils le font maintenant? Comme je l'ai dit tantôt, c'est leur agenda. On ne peut pas leur imposer ce qui n'a pas lieu de faire. Et quand j'ai écouté l'un de leurs responsables aujourd'hui sur une chaîne de télévision privée, et tel qu'il parle, c'est comme si même... Parce que le délai de dépôt des dossiers de candidature, c'est entre le 10 et le 14 octobre. Il parle comme si même jusqu'au 9, on peut les attendre afin qu'ils désignent. Je crois qu'ils sont en train de mettre un certain mystère autour de leurs candidats, notamment aux élections présidentielles, pour les prémunir peut-être contre je ne sais quoi. Mais comme je l'ai dit, c'est leur stratégie, c'est leur agenda, on ne peut pas leur en vouloir. Ce qui est sûr, ils ont décidé de faire quelque chose de transparent. C'est à l'issue de tout le processus qu'on pourra véritablement apprécier. Mais on ne veut pas leur reprocher, n'est-ce pas, d'avoir adopté leur stratégie pour désigner leur candidat. Achille Osso. Stratégie politique, bon, ça peut en être une, hein. Mais si vous me permettez, moi je dirais que si c'est vraiment l'agenda du Parti Les Démocrates qui est ainsi déroulé, que moi j'ai comme l'impression que les démocrates ont été gourmands en ce qui concerne donc la communication. Et on aurait annoncé à l'opinion qu'il y a un certain nombre d'étapes à faire pour aboutir à la désignation donc, du duo présidentiel, par exemple, ou pour la sélection des dossiers pour les différentes élections, qu'on comprendrait. Ceci est venu même nous prendre à contre-coup. On ne s'y attendait pas, tout le monde s'attendait avec toutes les informations qui sont relayées par-ci, par-là. On s'attendait donc à ce que on voit le parti donc déjà désigné et présenté. Et donc c'est son duo de candidats, notamment pour la présidentielle. Alors, prendre tout ce temps avant donc de dire que maintenant, c'est maintenant qu'on a commencé, moi je ne sais pas si la commission pourra faire vraiment un travail consensuel. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous savons les ambitions à l'intérieur donc de ce parti-là. Nous connaissons plus ou moins les problèmes à l'intérieur de ce parti-là. On parle donc des parrains candidats. Est-ce que c'est un cas, une situation que la commission arrivera à régler aussi facilement pour aller donc à cette désignation? On parle donc de l'équilibre entre le nord et le sud par rapport à la désignation des candidats. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a de la matière pour arriver effectivement à faire cette désignation qui respecte donc ce principe d'équilibre nord et sud? Et l'autre équilibre aussi, c'est l'équilibre genre. Est-ce que qu'on appelle la commission a tous les moyens, j'allais dire aujourd'hui, pour faire un travail dans ce sens? Je crois que l'un dans l'autre, il y a véritablement un problème. Et si je devrais donc prendre Gaspard au mot, dire qu'on peut les attendre jusqu'au 9, je ne sais pas. Ils ont même, peut-être qu'on peut même les attendre jusqu'au 14. Parce que nous avons vu des partis, dans ce pays, des partis qui ont désigné, qui ont fait savoir leur candidat, il n'y a pas longtemps, hein, qui ont fait savoir leur candidat, à quelques heures de la clôture de dépôt des dossiers. Ils peuvent le faire aussi, c'est de la stratégie politique. C'est peut-être pour empêcher, après la mouvance donc de créer des problèmes à ceux-là qui seront désignés par rapport à un certain nombre de pressions, les pressions fiscales et autres comme que nous connaissons. Mais il faut dire que l'opinion a trop attendu par rapport donc à ce duo de candidats. Et je l'avais dit ici, la mouvance a déjà une longueur d'avance, qu'on le veuille ou non, sur le terrain aujourd'hui par rapport à son duo de candidats qui est connu et par rapport auquel les gens travaillent déjà pour faire asseoir dans la psychologie des Béninois. Donc, je crois que les démocrates ont intérêt à peut-être aller vite
a fait les choses de telle en sorte que s'ils sortent vraiment de cette commission-là, que le travail qui sera fait soit un travail qui ne serait plus, n'aurait plus appelé à une polémique qui va encore leur créer toutes les difficultés par rapport à leur participation à ces élections. Le peuple est pressé selon Achille. C'est quel peuple qui est pressé? Moi, je ne sais pas. Eux, ils ont leurs militants, ils ont leur peuple, ils savent, ils connaissent tout ça là. On ne va pas leur apprendre à faire la politique, n'est-ce pas? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, ils n'ont pas une obligation de rendre public les noms de leurs candidats. On peut les découvrir à la Sénat. Donc pourquoi pas? Il n'y a pas une obligation. Donc c'est eux qui ont adopté leur stratégie. La stratégie de la majorité présidentielle, c'est de vite sortir le candidat et de le voir au devant de l'opinion. Ça peut aussi être, un avantage comme un désavantage. Où aujourd'hui, il y a ceux qui combattent à visage découvert Wada sous la forme de la continuité. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas ce que les autres nous proposent. Donc ça peut être aussi un avantage comme un désavantage où l'autre aura déjà gagné plus de terrain que lui. Mais on n'en sait rien. De toutes les façons, on aura suffisamment de temps parce que les élections présidentielles, c'est pas d'ici la fin de l'année, c'est l'année prochaine. Et donc, je crois qu'on aura largement le temps à partir du 14 octobre de savoir qui veulent véritablement compétir et aller à ces élections. Vous savez, il y a ceux-là, quand vous parlez des démocrates, par exemple, qui, au moins, ont le nombre de parrains là, hein, et qui essaient de jouer. Il y a des gens qui n'ont rien, qui ne comptent sur rien et qui se déclarent candidats. Qu'allez-vous dire de ceux-là? C'est un autre débat. C'est tout à fait un autre débat. Ceux-là, ils savent ce sur quoi ils comptent pour prendre le temps comme ils sont en train de le faire. Bon, ceux qui n'ont rien, qui viennent dire aussi, ils savent ce sur quoi ils comptent. Donc, chacun est dans sa stratégie. Stratégie politique. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors que les démocrates, ils sont seulement les démocrates. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres partis qui gravitent autour. Au niveau de la mouvance, on avait besoin de faire accepter le candidat unique par les autres composantes, par différentes composantes. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. C'est une analyse. C'est une analyse. Bon, oui, je suis d'accord avec votre analyse. Même si je ne suis pas d'accord. Maska Diamo, si on passe à un autre sujet, Maître Adrien Oumbédi demande tout soutien prématuré à un candidat à la présidentielle de 2026. Bon, soutien prématuré. Bon, vous savez, moi, sur cette question-là, j'essaie d'analyser depuis la sortie de Maître Adrien Oumbédi, sa sortie depuis Toronto. Il faut au Canada. On a beaucoup insisté sur il n'est pas là, c'est depuis l'extérieur qu'il a fait cette sortie-là. J'essaie d'analyser pour dire, mais qu'est-ce qui a poussé Maître. C'est vrai que dans la semaine, des rumeurs ont circulé comme quoi il a rencontré le candidat de la majorité, qu'il lui aurait affirmé son soutien, tout et tout. Bon, mais là, moi, ce qui me paraît plausible dans la déclaration de Maître Adrien Oumbédi, c'est qu'il n'a pas nié sa proximité avec le candidat en question. Parce qu'il a dit, mais il a dit que cette proximité ne saurait justifier de facto son soutien au candidat. Mais pour moi, normalement, ça devait couler de source dans la mesure où, jusqu'à nouvel ordre, Maître Adrien Oumbédi et le PRD sont fondus dans l'Union progressiste de renouveau. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu dire que le PRD ou Maître Adrien Oumbédi ne sont plus bons. Le PRD n'existe plus, en tout cas par rapport à ce qui est en tant que parti politique. Donc, je n'ai pas entendu dire que Oumbédi n'est plus membre de la majorité présidentielle. De toutes les façons, il ne l'a pas dit, même si par moment, il fait des sorties où il émet des critiques sur un certain nombre de faits. Il n'a jamais dit qu'il n'est plus membre de la majorité présidentielle. Il n'a jamais dit qu'il n'est pas membre de l'Union progressiste de renouveau. Et donc, je me surprends que le candidat de la majorité présidentielle aujourd'hui ne soit pas de facto son candidat et qu'il émette d'autres réserves afin de dévoiler son candidat devant l'opinion. Je ne sais pas si c'est un jeu du quitte ou double, je ne sais pas. Certains ont écrit que c'est du chantage, je n'en sais rien. Mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu aussi de l'autre côté, parce que j'ai l'impression aussi qu'il n'a pas été particulièrement consulté, impliqué dans la désignation du candidat. Et c'est là où je me dis, bon, ce qui est sûr, cette sortie de Maître Adrien Oumbédi révèle quelque chose. Ça relève qu'il n'est pas totalement en odeur de sainteté avec la majorité présidentielle. Ça veut dire aussi qu'au niveau de la majorité présidentielle, on le met un peu à l'écart
de certaines choses et de certaines décisions. Mais de toutes les façons, moi, ça me trottait dans la tête depuis quelques semaines et je pensais peut-être y consacrer une réflexion. Jusque-là, on n'a pas non plus entendu Bruno Amoussou. On n'a pas non plus entendu Dikola Ole. On n'a plus non plus entendu Mathurin Kofi Nango. Et donc, jusque-là, personne n'a supputé dans l'opinion pour dire que un certain candidat serait allé rencontrer Nango ou serait allé rencontrer Djiou Amoussou qui les aurait soutenus. Peut-être que c'est de bon ton que Adrien Oumbédi a fait cette sortie-là pour clarifier. Moi, je pense que c'est juste une clarification. Et de toutes les façons, dans la déclaration, il n'a pas exclu qu'il soutienne le candidat en question, seulement qu'il a mis quelques préalables. Il reste aux candidats et aux autres camps de la majorité présidentielle de voir dans quelle mesure peut-être aller vers lui, échanger avec eux, voir dans quelle mesure, si c'est possible qu'il apporte son soutien à ce candidat-là, qu'il le fasse. De toutes les façons, il a dit qu'il ne soutient pas prématurément un candidat, mais il n'a pas dit non plus qu'il soutient également un candidat. Tout ce qu'il a dit, c'est que la décision ne lui revient pas à lui tout seul et qu'il prendra le temps nécessaire. Bon, nous l'attendons donc. Nous l'attendons donc à Chiroussou. Mais il n'y a plus rien à attendre du président Adrien Oumbédi. Hein. Pour moi, c'est plutôt son silence qui devrait surprendre. Et je crois que peut-être sa sortie, c'est du fait que les gens l'ont titillé. Parce que quand le candidat de la mouvance a été désigné, a été rendu public, on ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu le PRD. Certains sont même jusqu'à aller dire que le PRD est désormais dans les rangs. Et c'est pourquoi ça m'étonnait donc d'entendre Gaspard dire que le PRD n'a jamais dit qu'il n'est plus membre de la majorité présidentielle. Mais nous avons vu un certain nombre de sorties du président Adrien Oumbédi du PRD, désormais avec son logo et avec son slogan, le Choco Choco, des activités qui ont été organisées. Même aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, au siège donc de l'UP, le Renouveau, à Porto-Novo, nous voyons toujours le logo du PRD qu'on appelle flanqué à côté. Et tout ça là, ça interpelle la conscience commune. Tout ça là, ça interpelle vraiment la nature de cette alliance-là entre l'UP et le PRD. Est-ce que, comme l'a dit le président Adrien Oumbédi dans sa correspondance, le PRD est en courant à l'intérieur de l'UP le Renouveau au point où on doit aller encore le consulter à part? Parce que moi, je pense que la fusion a fait naître un bureau qu'on appelle, qui comprend désormais les membres donc, des deux partis. D'accord? Et qu'en tant que tel, le PRD est déjà représenté au niveau des instances de prise de décision. Et on devait donc peut-être déduire de cela que le PRD a participé à la validation de la candidature qu'on appelle Robia Douadaï, ou de la mouvance présidentielle. Mais pourquoi Maître Adrien Oumbédi faudrait encore qu'on le consulte à part? C'est là toute la question, c'est là le sens de la question aujourd'hui. Alors, est-ce que tout en étant membre de l'UP, le Renouveau, le PRD se réclame encore existant? La question de l'existence du parti revient encore sur tapis. Alors, si tel est le cas, si le PRD voudrait qu'on le consulte à part, si le PRD veut être toujours au courant, non, mais moi je pense que le mieux à faire, c'est de sortir donc de l'Union, si c'est possible, et donc de reprendre sa liberté, d'opinion, sa liberté d'exercice. Et je crois que c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui cette sortie donc du président Adrien Oumbédi. Moi, je pense qu'il y a une confusion que le PRD ou le président du PRD fait naître à partir donc de cette correspondance-là. Et les responsables de l'UP Le Renouveau sont interpellés. Ils doivent donc venir au devant de la scène pour nous dire quelles sont les clauses de cette alliance, de l'alliance entre les deux. Est-ce que l'alliance, les clauses, donc, au départ, permettent encore au PRD de continuer à se positionner comme tel, à avoir cette posture-là, à l'intérieur donc de ce bloc-là. Et donc, voilà les questions
que suscite aujourd'hui la sortie du président Adrien Ngwedi et qui voudrait donc que le PRD choisisse encore, en fait, se prononce et donne son opinion. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. En fait, donne son opinion sur le choix donc, du candidat. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la désignation du candidat. Il y a une raison que le président Adrien Ngwedi a avancé dans la correspondance, c'est qu'il voudrait choisir le candidat sur la base de son projet de société. Donc, je ne sais pas si on est déjà à cette étape, parce que parler de projet de société, je crois que ce serait à l'étape peut-être de la campagne. Et peut-être que c'est maintenant que le candidat a été désigné, qu'une équipe sera constituée autour de lui pour faire le travail, pour rédiger donc ce projet. Si c'est encore un candidat de la continuité, je crois que ce ne serait pas difficile, comme l'a fait qu'on appelle le renouveau en désignant un candidat qui appartient déjà à la mouvance, qui participe déjà donc, de la mission du régime en place. Je crois que normalement, la continuité voudrait que ce qui a été fait jusque-là, on poursuive par rapport à ce qui n'a pas été fait. Donc, bon, ces raisons-là, bon, me laissent moi personnellement sur ma faim, mais le président Adrien Ngwedi est libre de ses opinions et le parti PRD est aussi libre donc de prendre position sur l'échiquier politique national. Encore que nous-mêmes, nous sommes libres de faire nos commentaires. Bons commentaires. Les commentaires sont libres. Maskassou Diamanchi, Adrien Ngwedi a envie de retrouver sa liberté de parler comme il avait l'habitude. Non, il a retrouvé. Il a retrouvé. Je crois qu'il s'exprime. Ça peut lui coûter cher? Bon, pour l'instant, ça ne le coûte pas cher. C'est l'essentiel parce qu'il a... C'est cette liberté-là qui lui permet de dire ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais dit ne pas avoir été consulté, ni d'ailleurs le PRD. C'est les analyses qui nous ont permis, n'est-ce pas, de dire... De toucher cet aspect de la chose. Je ne crois pas non plus que dans sa correspondance, qu'il ait évoqué beaucoup le PRD. Il a parlé en tant que personnalité, il a parlé surtout de lui-même, il n'a pas tellement parlé du parti qu'il dirige. Et donc, bon, je crois qu'on peut lui laisser cette liberté-là. C'est vrai que Achille a dit tout à l'heure qu'il faut être candidat avant. Non, quand on est candidat, ou bien quand on aspire déjà à diriger un pays, on doit savoir sur quelle base, sur quel projet on veut véritablement diriger. C'est pas après. C'est vrai que pour le candidat de la majorité, ça paraît évident parce que le projet de société, c'est la continuité. Mais quand vous voulez diriger un pays, vous avez déjà un projet. C'est pas après. Mais je peux commencer à rédiger mon projet de société, c'est ça? Pour 2000 combien? Et donc, M. Adrien Ngwedi a usé de sa liberté de penser, de temps pour dire ce qu'il a dit. Évidemment, c'est pour dire qu'il attend encore beaucoup de choses avant de pouvoir dire publiquement qu'il soutient tel ou tel autre candidat. C'est peut-être ce que les autres... C'est parce que lui, on l'a piqué, qu'il a peut-être dit ça. Peut-être que c'est ce que les Amouchou et autres aussi attendent pour dire. D'autres ont déjà rapidement dit des choses en évoquant notamment leur proximité, non pas par rapport au projet. Vous avez vu, des gens disent c'est mon filleul, des gens disent c'est mon fiston, des gens disent ainsi de suite. Donc ça là, c'est pour moi... Il est devenu l'enfant de tout le monde. Pour moi, c'est des raisons plus ou moins subjectives. Mais maintenant, quand on va rentrer dans l'objectivité pour soutenir un candidat, il faut savoir ce que le candidat propose. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais également, par sensibilité, on peut soutenir tout de go un candidat. C'est le candidat de mon camp politique, c'est le candidat de la majorité auquel c'est mon frère du village. Je suis membre. Et donc, on peut soutenir. C'est mon voisin. Comme ça. Voilà. Et donc, Maître Adrien Ngwedi a ses raisons. Moi, chacun a la liberté de penser, de dire ce qu'il pense. Ce qui est sûr, comme je l'ai dit, nous l'attendons pour voir quand ce qu'il a énuméré comme critères ou autres, quand ça sera clair et qu'il aura la possibilité de se prononcer, on verra comment. Non, ne vous en faites pas, l'attente ne sera même plus longue. L'attente ne sera pas longue parce que on aura les communales et les législatives avant la présidentielle. C'est en janvier prochain. Je veux dire Achille, au communal et aux législatives. Attendez Achille. Pourquoi il attend d'être consulté? Écoutez, c'est quand même une personnalité de la République. Il s'agit quand même d'Adrien Ngwedi. Vous ne pouvez pas faire avaler une décision à Adrien Ngwedi comme vous allez le faire à un certain Akothéon. Je ne sais pas que je minimise une personnalité. Mais Adrien Ngwedi, de par
par sa carrure, de par ce qu'il représente dans le pays. Je ne parle pas de lui seul, d'un certain nombre de personnalités. Je pense qu'on peut le faire l'amitié, même en ne les associant pas, de les informer. Oui, mais je rebondis avant la publication. Je rebondis sur un pan de votre analyse qui faisait allusion tout à l'heure à un certain nombre de personnalités de la posture ou de la carrure du président Adrien Mbedi. Vous avez parlé de Edi Kola Ole, vous avez parlé de Amoussou Mathurin Kofi Nago, vous avez parlé de Mathurin Kofi Nago, qui jusque-là n'ont encore rien dit. Mais parce qu'ils n'ont pas été piqués, on ne l'a rien imputé pour l'instant. Personne n'a dit que Amoussou soutient un candidat. Non, mais à partir de là, non, mais est-ce que ceux qui disent que le président Adrien Mbedi soutient déjà un candidat ont écrit noir sur blanc comme il a fait? Parce que il faut c'est paru dans des articles, c'est paru sur des réseaux. Non, pas parallèle de forme. Il n'a pas voulu laisser passer sous silence, il a dit. Ce qui est sûr, moi, ce que Adrien Mbedi a dit, c'est pour ça que moi, je qualifie ça de clarification. Il n'a attaqué personne, il n'a rien dit du mal de personne, mais il dit, je clarifie, je n'ai rencontré personne, je n'ai encore rien dit. Donc, les conditions pour que je dise quelque chose, voici les conditions. Donc, on attend. En tout cas, si moi, je devais apprécier, pour moi, c'est qu'il pouvait se taire. Il pouvait laisser passer. Bon, comme il pouvait parler. Il pouvait laisser passer. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que très bientôt, nous aurons la désignation des candidats pour les élections communales et législatives. Si le PRD est au courant à l'intérieur de l'UP, le renouveau, moi je ne sais pas comment ils arriveront à s'entendre par rapport à la désignation donc, de leur candidat pour ces élections. Est-ce que ceux qui se réclament de l'UP aujourd'hui, ceux qui ont quitté le PRD déjà, qui sont allés dans l'UP, qui sont membres fondateurs de l'UP et qui ont été rejoints par la suite par le PRD, se laisseront faire par rapport à ces positionnements, surtout par rapport à ces prises de position aujourd'hui du président Adrien Mbedi et des lieutenants qui l'entourent. Est-ce que ceux-là peuvent continuer encore à leur faire confiance? Est-ce qu'en les mettant, en acceptant qu'ils aillent encore sur la liste, qu'ils prennent peut-être encore la tête des listes aujourd'hui, comme ça a été le cas pour les législatives? Alors, si on sort de ces élections-là et que c'est ceux qui sont désignés par le PRD à l'intérieur de l'UP de renouveau qui deviennent donc des élus du peuple, est-ce que d'un jour à l'autre, on n'assistera pas à un clash, à leur départ, qui viendra fragiliser maintenant le groupe? Lorsque moi je fais cette réflexion-là, moi j'ai un peu peur pour le PRD à partir de 2026. À partir même de novembre ou octobre, là. Et donc, c'est pourquoi l'un dans l'autre. Ah, mais c'est vous qui le dites. Non, je le dis. Si c'est vous qui refusez d'accepter cette réalité-là, vous savez, non, mais c'est pas moi. Ce qu'il dit là n'est pas considéré. Les gens ont démontré par A plus B que le parti n'existe plus. Il a sorti ses arguments. Et jusque-là, aucune des parties n'a porté le débat un peu plus loin pour qu'on clarifie au niveau judiciaire ou autre. Personne ne l'a fait. Et les conséquences politiques aujourd'hui d'un départ du PRD, de la majorité de l'UP ou de la majorité, c'est le départ. Le PRD a encore des ministres au gouvernement, le PRD a des élus et députés, le PRD a des gens nommés à des fonctions et aucun de ceux-là n'a quitté ces fonctions-là. Donc, on n'a pas encore tiré les conséquences politiques de ce que vous appelez le départ du PRD de l'UP. Je crois que le président Adrien Mbedi se donne une certaine indépendance lui-même en tant que personnalité. C'est évident qu'il est suivi par quelques caciques de l'ex-PRD, mais je pense qu'il y a encore un gros bloc au niveau du PRD. D'ailleurs, le porte-parole de l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, c'est quand même il n'a dit nulle part qu'il a démissionné du PRD. C'est un PRD pur sang. Et donc, moi je dis que jusque-là, on continue de dire Union progressiste, le renouveau, non? Le RA qui était où? Le RA est toujours là. Voilà, merci beaucoup, les gars. Non, c'est pas fini. Oui? Ce n'est pas fini. Il faut dire à Gaspard que, en tout cas, 2026 est un tournant décisif dans la vie du PRD. Un tournant si décisif que... Du R. Non, du R dans l'UP. Parce que, sincèrement, je pense qu'il aura une crise de confiance à l'intérieur du parti par rapport au positionnement. En tout cas, peut-être que le génie leur permettra quand même de s'entendre encore et de faire les choses pour que on continue, que les lieutenants de Maître Adrien Mbedi, ceux qui lui sont restés encore fidèles et ceux qui croient encore en lui, arrivent à tirer profit
de leur position politique aujourd'hui, parce que la politique, c'est les intérêts. Et je crois qu'ils ne sont pas là seulement pour adouber le président Adrien Mbedi et pour l'adorer. Ils sont là aussi pour tirer profit donc, de leur participation à la chose politique et avec le PRD, avec lui. Moi, je voudrais donc que cette prise de position permette à ceux-là de se reconnaître encore dans ce qu'il fait pour eux. Parce que, bon, on sent que des humeurs, des questions politiques prennent maintenant le dessus sur qu'on appelle les considérations qu'on appelle politiques ou des considérations qui devraient concerner le vivre ensemble à l'intérieur donc de l'EP Le Renouveau aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé pour aujourd'hui. On a un sujet par rapport au Conseil des ministres d'hier concernant les gros porteurs. Mais on va en parler le vendredi prochain, si Dieu le veut. Achille Ossou, le baromètre de la semaine, qui descend? Bon. Encore les démocrates? Non, mais bon, je ne voudrais pas dire les démocrates, mais oui. Comme je l'ai dit dans mon analyse, moi je pense que la sortie du président Adrien Mbedi, pour moi, en sortie de trop. Donc, il descend alors? Bon, il descend. Et qui monte? Non, mais qui monte, je voudrais croire que tel que ça se passe au niveau donc des structures d'organisation des élections générales de 2026, nous tendons à des élections inclusives et à des élections qui rassurent. Et par rapport à ça, je voudrais encore faire monter aujourd'hui toutes les institutions, toutes les structures en charge de l'organisation des élections. Parce que le fait donc de permettre aux jeunes, les primo-votants, comme on l'appelle aujourd'hui, d'avoir la possibilité donc d'aller chercher leur carte, en fait, leur CIP qui fait partie donc des pièces à partir desquelles on peut voter, c'est aussi une participation à l'inclusion donc de tout le monde dans qu'on appelle le déroulement de ces élections-là. Merci. Masca Swadiam aussi. Qui monte? Les démocrates. Les démocrates. Yahya a dit il y a quelques semaines, personne n'a cru. Je ne désignerai pas seul le candidat. Et je crois qu'il a joint l'acte à la parole. Il y a tout au moins une commission, même si c'est pour camoufler un certain nombre de choses. En tout cas, il y a une commission qui travaille. Donc, il monte tout simplement avec son parti politique. Oui. Et qui descend? Les violeurs. Sans commentaire. Sans commentaire, voilà. Merci beaucoup les gars, merci une fois encore. On va se retrouver vendredi prochain si Dieu le veut. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Alphonse Boton, David Yémin, Patrice Ayonton et sans oublier les autres jeunes de ce département. Merci beaucoup et à très bientôt. De décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.